Bonjour et merci de nous suivre sur Africab Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Nouvelle journée de tension en Égypte. L'armée se dit prête à mourir pour défendre le peuple après le rejet de l'ultimatum par le président Morsi, qui voit d'ailleurs les démissions se multiplier. Hier, plusieurs personnes ont perdu la vie lors d'affrontements au Caire. Entre 400 000 et 1,5 million de francs CFA, c'est ce qu'un groupe d'individus réclamait au Burkina Faso pour falsifier des documents pour l'admission au concours de la fonction publique. L'un d'entre eux a été arrêté et la gendarmerie de Bobo-Dioulasso recherche ses complices. En Égypte, des centaines de milliers de manifestants veulent pousser le président Morsi vers la sortie. L'opposition ne décolère pas alors que Mohamed Morsi réaffirme sa légitimité face à l'armée. Il rejette ainsi l'ultimatum de 48 heures qui s'achève ce soir. Des affrontements ont eu lieu hier soir dans le pays, faisant plusieurs morts. Pour défendre le peuple après le refus du président islamiste Mohamed Morsi de quitter le pouvoir. On apprend à l'instant que des chefs militaires seraient en réunion de crise en ce moment. Ce matin, le Koweït a demandé à ses ressortissants de quitter l'Égypte au plus tôt. Une vingtaine de personnes seraient mortes la nuit dernière dans des affrontements au Caire. Inès Olagaray. Les ambulances tentent de se frayer un chemin à travers la foule. Aux abords de l'université du Caire, c'est la confusion. Selon les autorités égyptiennes, des hommes munis d'armes à feu ont attaqué ces partisans de Mohamed Morsi, faisant de nombreuses victimes. Un peu plus loin, dans le quartier de Gizeh, des affrontements entre pro et anti-Morsi ont eux aussi fait plusieurs morts. En Égypte, la mobilisation s'intensifie. Le discours de Mohamed Morsi n'a pas su apaiser ses opposants. Il ne respecte personne sur cette place et ailleurs. Il arrive avec un discours pour nous provoquer, pas pour nous calmer. Il nous menace, mais moi je lui envoie un message. Les Égyptiens n'auront jamais peur. L'opposition continue d'appeler Mohamed Morsi à la démission. Mardi soir, dans un discours télévisé, le président égyptien s'est montré déterminé à rester à la tête de l'Égypte. Sur un ton combatif, il a défendu sa légitimité. Une légitimité seule capable, selon lui, de protéger le pays d'une effusion de sang. C'est à moi de réaliser les demandes portées par la révolution du 25 janvier. C'est à moi de préserver la légitimité. Et je le ferai au prix de ma vie, car mon but est de protéger les vôtres. Pour l'opposition, ce discours sonne comme un appel à la guerre civile. Mohamed Morsi refuse de céder à l'ultimatum de l'armée. Lundi soir, elle lui a donné 48 heures pour satisfaire les demandes du peuple. Sur Facebook, elle se dit désormais prête à verser son sang pour défendre le peuple égyptien. Élection présidentielle au Mali, les autorités veulent mettre un terme aux doutes grandissants dus notamment au retard dans l'organisation. Hier, la date a été réaffirmée. Le premier tour aura bien lieu le 28 juillet, selon le ministre de l'administration territoriale. Et pour la CEDEAO, cette échéance est tenable et incontournable. C'est sans doute l'une des plus importantes réunions du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali. La rencontre se tient à Bamako dans un contexte particulier. C'est la première fois que les membres de cette structure se retrouvent depuis la mise en place de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Mais pour les participants, cette avancée considérable au plan sécuritaire n'est qu'un volet du processus de paix en cours dans le pays. Il y a le volet militaire, mais il y a surtout le volet politique qui commence avec l'élection présidentielle. Mais bien sûr, nous savons que l'œuvre de réconciliation prend du temps. Seul un gouvernement élu et légitime peut avoir le temps nécessaire pour s'adresser à cette nécessaire réconciliation nationale. Alassane Dramane Ouattara, le président en exercice de la CEDEAO, s'est entretenu lundi à Abidjan avec le Premier ministre malien. Pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus rien au plan politique ne peut empêcher la tenue de la présidentielle le 28 juillet. Un avis partagé par le chef du gouvernement malien. La date est tenable. Elle est tenable. Et le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. Le gouvernement malien a annoncé ce mardi le maintien du premier tour de la présidentielle au 28 juillet.
Une manière de répondre définitivement au président de la Commission électorale nationale qui avait laissé entrevoir un possible report du scrutin à cause des difficultés techniques et matérielles. Au Sénégal, Hissène Habré a été officiellement inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. C'était lors de sa comparution hier devant les juges du tribunal spécial de Dakar. Il a ensuite été incarcéré. Après 23 années d'exil au Sénégal, Hissène Habré passera sa première nuit en détention. Après une garde à vue de 48 heures à la suite de son interpellation dimanche, Habré a été présenté ce mardi devant les juges d'instruction des chambres africaines extraordinaires à Dakar. À l'issue de ce face-à-face, l'ancien président tchadien a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par les juges de ce tribunal spécial créé au sein des juridictions sénégalaises par l'Union africaine pour son jugement. Ses avocats dénoncent des irrégularités dans la procédure. Les avocats n'ont pas eu accès au dossier, les avocats n'ont pas pu préparer la défense, les avocats n'ont pas pu se concerter avec leurs clients pour préparer la défense. Donc nous sommes absolument scandalisés sur les conditions dont nous avons été reçus par les chambres africaines. Je voudrais ajouter également que l'audience sur la mise en détention a été menée de façon non contradictoire par les juges de la chambre d'instruction. Nous n'avons pas pu présenter la moindre observation. Homme fort du Tchad entre 1982 et 1990, il est reproché à Hissène Habré d'avoir instauré un régime répressif qui a tué près de 40 000 opposants à son pouvoir. Mais pour la poignée de fidèles venus le soutenir, tout ceci n'est qu'un montage. Il est innocent, ça je vous le dis. Dans quel pays vous l'avez vu? Quelqu'un il finance l'argent, quelqu'un il est plaignant, en même temps il finance faire jugement. Ça n'existe nulle part. Donc c'est la loi de plus fort, c'est le meilleur. Mais on laisse tout dans la main de Dieu. S'ils croient que l'affaire Habré va s'arrêter avec Hissène Habré, ils se trompent lourdement. Nous leur demanderons de compte aujourd'hui, demain et même dans l'avenir. Il faut qu'ils le sachent très bien. Selon le procureur du tribunal spécial qui tenait une conférence de presse lundi à Dakar, l'ancien président tchadien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Âgé de 70 ans, Hissène Habré risque une peine de prison à perpétuité ou au mieux 30 ans de prison ferme. Son procès ne s'ouvrira que dans 15 mois. Au Sénégal toujours, on s'intéresse maintenant à l'île de Gorée où s'est d'ailleurs récemment rendu le président américain Barack Obama. Cette île fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et elle est de plus en plus dangereuse puisqu'un grand nombre des habitations se trouvent dans un état avancé de délabrement. Voilà tout ce qui reste de cette digue de protection. Cette batterie pourrait bientôt s'effondrer si rien n'est fait, emportant avec elle une partie de l'île Mémoire. Gorée pourrait être coupée en deux. L'eau va alors trouver son chemin et ravager tout sur son passage, notamment ses maisons. Le pire est à craindre partout, de Mariamaba au palais du gouverneur, en passant par toutes ces bâtisses construites à l'époque coloniale. Tout semble céder devant les assauts répétés des vagues. Prière du vendredi dans cette mosquée de Gorée, l'une des plus anciennes du Sénégal. Derrière la sérénité imposée par ce rituel hebdomadaire, plusieurs inquiétudes. Cette bâtisse vieille de près de 2 siècles pourrait-elle aussi s'écrouler? Une réaction est également attendue ici. Sous cette huile du centre Rome vivent pourtant de nombreuses familles. C'est à se demander si les habitants sont suffisamment conscients du danger permanent. À l'étage, vous choisissez votre plancher pour marcher. Que peuvent bien faire les populations face à l'état de délabrement très avancé de leur habitation? Gorée étant patrimoine mondial de l'humanité depuis 1978, certaines normes de construction doivent être respectées avec rigueur. Les coûts de rénovation sont élevés. Plus contraignant encore, la plupart des bâtiments appartiennent à l'État. Ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'État du Sénégal. On ne peut pas les céder directement à la mairie. Il ne s'agit pas d'une construction. Une construction d'ailleurs coûterait moins cher. Mais il s'agit de réhabiliter à l'identique. Pour l'heure, des questions demeurent. À quand cette réhabilitation? Va-t-on laisser la mer emporter un pan de l'île Mémoire avant de réagir? Au musée Henriette Bathily, on a pris les devants en attendant pour éviter toute catastrophe. Le musée a tout simplement fermé ses portes.
Au Burkina Faso, de 400 000 à 1 500 000 francs CFA, c'est la somme que des individus demandaient pour produire de faux diplômes. Bakary Diarra a été arrêté pour fait d'escroquerie, faux et usage de faux. Il falsifiait des documents supposés officiels pour faciliter l'admission frauduleuse de candidats au concours de la fonction publique. La gendarmerie de Bobo-Dioulasso poursuit les recherches pour arrêter ses éventuels complices. C'est le présumé cerveau d'une bande d'individus spécialisés dans la fraude des examens et concours de la fonction publique et la falsification des diplômes. Bakary Diarra, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté en début du mois de juin par la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Après des perquisitions à son lieu de travail, les gendarmes ont découvert 88 photocopies de pièces d'identité, 54 faux diplômes et attestations prêts à être remplis et 49 faux diplômes de 2 PC déjà remplis. Des personnes ont été entendues et il s'avère que les candidats au concours de la fonction publique devraient débourser entre 400 000 à 1 500 000 francs CFA. Vous voyez, c'est la même photo, mais vous avez des noms différents. Ça veut dire qu'il va composer pour les différents concours indiqués par M. Diarra. Il va composer pour les différents. Il a dénombré un certain nombre de tests qu'il doit faire. Il est sûr qu'il sera admis. Voilà, c'est son cheval sûr. Donc, il va entrer dans la salle composée, il sera admis. Mais en lieu et place de tous ceux qui portent ces noms-là. Voilà, c'est la même personne. Ces gens de fraude remettent en cause le principe de l'égalité des chances des candidats aux différents concours et examens. Et pour le directeur régional de la fonction publique des Hauts-Bassins, ce coup de filet de la gendarmerie est salutaire. Des gens qui accèdent à nos emplois par ce glissement, vous êtes sans savoir que ces personnes ne peuvent pas être à la hauteur. Voilà, donc du même coup, la productivité de l'administration même prend un coup. Au-delà des sanctions pénales encourues, tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude, avant, pendant ou après le déroulement des épreuves écrites, orales ou sportives, verra sa candidature sans préjudice donc des sanctions pénales suspendues de tout concours ou examen organisé par les services publics de l'État. Et la durée de cette suspension, prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, est de 5 ans. Bakary Diarra n'est pas à son premier forfait. Il avait déjà été incarcéré en 2009 pour les mêmes faits. En tant que récidiviste, il risque une peine lourde selon la gendarmerie. Et avant de quitter le Burkina Faso, on signale que les taximens de Bobo-Dioulasso sont mécontents de la concurrence déloyale livrée par les mototaxis qui s'accaparent de la clientèle. Ils ont occupé la place Tifoua-Moro pour manifester. Ils reprochent à l'autorité locale de ne pas appliquer la réglementation avec rigueur. En Afrique du Sud, alors que Nelson Mandela est entre la vie et la mort, sa famille se déchire une nouvelle fois. Une dizaine de membres de la famille vient de déposer une plainte contre Madla, un des petits-fils, qui a déplacé de Kounou, village natal de Madiba, les sépultures de 3 des enfants de Mandela sans consentement. Manipulation de sépulture. Voilà l'accusation contre l'aîné des petits-fils de Nelson Mandela, nommé Mandla. 16 membres de sa famille ont déposé une plainte. Ils lui reprochent d'avoir déplacé les tombes de 3 des enfants de l'ancien président sans leur consentement. Les sépultures étaient initialement à Kounou, où Nelson Mandela a grandi et souhaite être inhumé, mais elles sont depuis 2 ans à 30 km à Mvedzo. Or, la tradition dans laquelle s'inscrit Nelson Mandela veut qu'il soit enterré avec ses proches, ses parents, mais aussi ses enfants. Ce mardi, le juge a donné raison aux 16 plaignants et ordonné le retour des ossements à Kounou avant la tombée de la nuit ce mercredi. Mais une enquête est désormais ouverte afin de statuer si oui ou non l'aîné des petits-fils aurait agi sans la permission des Mandela. Comme je le dis depuis le début, c'est une affaire privée qui ne regarde que les Mandela. Il était important d'aller devant un tribunal, nous ne commenterons pas. Alors que les Sud-Africains sont déjà suspendus au sort de leur premier président noir, ce litige familial fait beaucoup de bruit.